Ah, Céline, Ça va toi? ça va? Comment ça va? C'est bon? Tout le monde Ok, m'entend là, c'est bon. nickel. Trop Et bien. on t'entend aussi. J'ai des petits yeux. T'as des petits yeux? Ça Bah va? ouais, T'as c'est une l'air grosse soirée fatigué? hier. Comment Ouais, il faut rappeler. Attends, déjà, pardon. Du coup, je suis pas très poli parce que je n'ai pas salué et voilà les coucous. Ah, ça me rappelle. Mais Tu te souviens le oui! confinement quand on faisait tous ces lives là? Ça me rappelle le confinement. Et là, on a un petit peu de chance aujourd'hui parce que, enfin, de la chance, je sais pas si on peut dire ça, nous, dans nos business, mais avec la grève, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont en télétravail. Et je pense qu'il y en a. Ouais, tu m'entends là? Ah, je suis désolée, ça a coupé un petit peu. Tu m'en- tu- Ouais, je te disais, avec la grève, il y en a quand même pas mal qui sont en télétravail. Donc, je pense que qu'on va quand même avoir, hélas, enfin bien c'est bien pour nous, parce que j'espère que cela va servir à répondre à quelques questions, mais pour nos business, c'est un peu moins bien. Bref, donc on salue tout le monde. Euh, on rappelle rapidement un petit peu l'intérêt et le but de ce live. C'est moi qui t'ai sollicité, enfin à travers Spock. On t'a sollicité pour participer à ce live, pour répondre à des questions. On va essayer d'être le plus concis possible parce que on a, toi et moi, malgré la grève d'aujourd'hui, quand même un emploi du temps assez chargé et même, j'imagine aussi les personnes qui nous regardent. L'idée, c'est vraiment de répondre à des questions qui sont axées sur l'entrepreneuriat dans la restauration et, euh, et, qu'on- et peut-être quelques axes assez précis sur quelques erreurs à éviter ou bon voilà des conseils que tu pourrais donner. J'en donnerai à mon tour et puis après peut-être que je te libérerai si ça tarde trop, parce que j'imagine que tu as quand même pas mal de choses à faire aujourd'hui. Et pour ma part, je pourrais rester connecté et échanger avec quelques questions. Nous, on a déjà recueilli, avec Spock, quand on a présenté ce live, on a une dizaine de questions qu'on a déjà. Alors, c'est souvent des questions assez basiques auxquelles tu as déjà Ouais. répondu, j'imagine, plein de fois. Mais avant, ce que j'aimerais, si ça te dérange pas, c'est que tu rapidement, que tu vois, que tu te présentes et que tu expliques à, je pense que la plupart d'entre nous savent qui tu es, mais que tu expliques et surtout, il y a une actu qui est quand même très forte parce que j'étais et pardon, hier je ne t'ai pas dit au revoir. Je suis un peu parti comme un voleur, mais c'était très bien. Tu inaugurais hier, vous inaugurez avec Billy Bao Express dans le 11e arrondissement de Paris. Bon, j'étais déjà venu parce que vous m'avez gentiment invité il y a 3 semaines, je crois, un mois. C'était plus calme. Là, hier, c'était Ouais. vraiment destiné à la presse, aux copains, au réseau, Oui. un petit peu à l'influence aussi, j'ai cru comprendre. Voilà, donc je Ouais. te laisse la parole pour Merci beaucoup pour expliquer un petit peu tout l'invitation. ça. J'espère que ça va pas trop couper. Tu me diras si jamais ça coupe. Du coup, donc je m'appelle Moi, ça a Céline, je l'air suis la bien là, c'est bien. cofondatrice de la Bao Family. J'ai 33 ans, parisienne d'origine chinoise. Et du coup, j'ai monté mon premier resto Petit Bao il y a 4 ans, tout est. On a fait notre anniversaire hier, avec l'idée de vraiment redorer l'image de la cuisine chinoise, parce que je trouvais, tu vois, qu'elle souffrait de pas mal de clichés, que c'est une cuisine qui est hyper bonne, hyper addictive, hyper réconfortante. Et en fait, c'est une idée qui m'est venue, moi, après un voyage à Shanghai. J'avais habité là-bas pendant 6 mois. Et que je trouvais ça un peu dommage en revenant à Paris et en Occident, qu'on ne trouve pas les goûts et les saveurs que j'avais là-bas dans des cadres et des designs qui soient hyper cool. Parce que souvent tu manges très bien chinois, mais le lieu est pas sympa, ou tu manges très bien chinois, ou c'est très cher dans des gastros. Et je trouvais qu'il n'y avait pas, tu vois, d'entre deux, manger bien chinois fait maison, dans un cadre, tu vois, qui me corresponde et qui correspond, tu vois, à mes goûts. Et donc c'est comme ça en fait qu'est né Petit Bao il y a 4 ans. Après l'idée, ça a été assez fou, le développement, et on a voulu, tu as créé des concepts à chaque fois différents, avec une identité et des univers propres à chacun des restos. Et du coup, ça fait 4 ans et on a
ouvert Gros Bao, Bleu Bao et tout récemment Bao Express. C'est une vraie réussite, bravo. Mais je trouve que globalement, la cuisine chinoise est tellement riche et tellement créative qu'il y a un terrain de jeu Énormément, complètement. qui est dingue en fait C'est au une... final, hein. Et je l'ai Trop vraiment bien. réalisé hier soir chez Bao Express. Tout ce que j'ai goûté, je l'avais jamais goûté dans un restaurant chinois classique à Belleville, par exemple, tu vois, ou dimanche dernier j'étais à Grand Bol, je sais plus comment, enfin à Ouais, Belleville, pas très loin du président et dans ce coin-là. Et on y va assez souvent parce qu'on adore cette cuisine chinoise, la cuisine chinoise. Et hier, j'ai découvert chez Bao Express plein de petites assiettes et des petits paniers vapeur qu'on n'avait pas habituellement. Céline, tu as le Wi-Fi activé là? On a une mauvaise connexion. L'enfer. Alors, pendant que Céline essaye de trouver sa connexion et de se reconnecter, peut-être que vous pouvez poser des questions. Nous, on en a quelques-unes qu'on a reçues là chez Spock, mais moi, je peux. Ah bah tiens, elle est partie, Céline. Oh là là, alors, on va la réinviter. Hop, hop, et on va essayer de capter. J'espère que on va pouvoir la réinviter. Si vous avez des questions, envoyez, balancez tout ce que vous avez. En attendant, Céline, tu as repris la connexion, c'est bon? ouais, je changeais de place et je me suis mis en 4G finalement. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais, Désactive le Wi-Fi, ouais. sinon. Allez, ok, c'est cool. Alors, bon, on va juste pour rentrer dans le vif du sujet. euh, Nous, les questions qu'on a reçues, c'est en fait c'est des questions basiques, hein, mais c'est à quel moment tu as eu envie de te lancer, tu as eu un déclic et à quel moment tu as réalisé, je crois que tu avais un parcours avant, parce que j'avais écouté un podcast et tu avais du coup détaillé ce que tu faisais avant et à quel moment tu as eu ce déclic et de te dire, ok, bah, c'est ce que je veux faire. Tu étais dans le luxe, je crois que si je dis pas de bêtises, chez Chanel, si je dis Ouais. pas, voilà, en marketing. Et là, du coup, tu décides à ce moment-là de changer de vie et tu décides à ce moment-là de faire de la restauration. Ça t'ennuie pas en quelques mots de nous expliquer? Oui, bien sûr. Alors, du coup, euh, en effet, moi j'ai un parcours. Je viens pas du tout du milieu de la restauration. Je suis vraiment autodidacte dans ce métier-là. Et avant, j'avais bossé en finance chez Chanel pendant un an. C'était un stage. Et après, j'avais fait 3 ans de conseil dans un cabinet en orga management pour des grands groupes du CAC 40. Donc, très, très, très boring. Je m'ennuyais vraiment. Donc, j'ai fait ça pendant et en fait, je me suis rendu compte déjà au bout de 2 années de conseil que c'était pas du tout fait pour moi. J'ai quand même, tu vois, une âme d'entrepreneur. Et mes grands-parents avaient une boutique dans le Marais. Et moi, j'ai toujours grandi dans la boutique de mes parents. Donc, j'ai toujours été avec des clients en facing et j'adorais ça. Et je m'étais toujours dit, même quand j'étais petite, que je voulais un jour avoir mon propre lieu. Sauf que je ne savais pas du tout dans quoi. Et moi, tu vois, j'ai un peu le parcours classique, jeune fille modèle, bonne à l'école. Donc j'ai fait une école de commerce, et la voie royale, c'est un peu le conseil. Mais en fait, ça ne me correspondait pas. Et en fait, au bout de 2 ans, je me suis demandé, mais quel projet a du sens pour moi? Et moi, je voulais vraiment, tu vois, avoir un impact positif sur les gens. Enfin, en tout cas, moi, ce que je veux, tu vois, c'est rendre les gens heureux. Ce qui est génial, je trouve, avec la nourriture et la cuisine et les lieux de vie, c'est qu'en fait, avec une assiette, 1 heure, tu rends les gens heureux et tu leur donnes du plaisir. Et ça, C'est vrai, hein? oui, c'est incroyable. Et le pouvoir, tu vois, de la cuisine, je trouve que c'est méga puissant. Et moi, j'adore manger, j'adore les lieux de vie. Mes moments préférés, c'est les moments que je passe avec mes potes en train de manger, ma famille en train de manger. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est ça que je veux faire. Le déclic, en fait, lors d'un voyage en Iran. Donc, c'était ma 2e année et demie de conseil. Et je sais pas, tu vois, j'étais avec mon ex à l'époque et tu sais, je savais que je voulais faire un projet dans la food. Je savais pas encore exactement quoi. Tu sais, j'imaginais des projets de traiteur, enfin plein de trucs autour de la food, l'épicerie chinoise. Enfin, j'ai exploré plein de trucs. Et à un moment, tu sais, je commence à lui raconter.
un resto de Bao. Et je lui dis non, mais ce serait trop bien un resto de Bao avec des produits, avec le Bao en produit star, et puis dans une ambiance qui est trop design entre Paris et Shanghai. Enfin, Mhm. Ah, t'as plus de son là. Ok. donc, vraiment tu vois, j'ai senti le truc, c'est un peu le gut feeling. J'ai vraiment senti que c'était ça. J'ai posé ma dème et sans chômage, sans rien. Et, et du coup, c'était en septembre 2017. Je me suis lancée dans l'aventure, sauf que je connaissais rien. Et du coup, j'ai commencé à appeler des entrepreneurs dans la food, notamment tu as les fondateurs de Paris-New York, PNY. Et j'ai demandé si je pouvais être serveuse chez eux, parce que j'avais jamais fait de service de ma vie. Et du coup, j'ai commencé à être serveuse, mais j'ai fait 2 services. Et en fait, au bout du deuxième service, le fondateur, Rudy, m'a dit non mais Céline, ok, ton projet est trop intéressant, parle-en moi plus. Et en fait, il m'a proposé un poste de bras droit. Et en fait, Ok. c'était complètement inattendu sur le parcours. Moi, je pensais vraiment monter mon resto, tu vois, après avoir fait mon expérience en service. Et au final, j'ai été bras droit des fondateurs. Et ils avaient 4 restos à l'époque. Et du coup, je m'occupais, tu vois, de toutes les fonctions support, finance, RH, marketing, opération. Et j'ai ouvert un resto avec eux. Enfin, j'ai ouvert celui de Pigalle. Et donc, je suis restée. Ouais. Et après cette expérience, donc j'aurais dit que je partais pour monter mon resto. Et, et c'est là que j'ai rencontré mon associé, Billy. Billy. Ouais, c'était en décembre. On s'est rencontré Billy en décembre 2010, 2010, 18, non 2017, excusez-moi. Et en janvier 2018, on est parti à Shanghai ensemble pour prendre des cours de cuisine. Ah oui. Ouais. Parce qu'en fait, Vous êtes chauffé, ouais. parce que moi, ça y est, j'avais maîtrisé tu vois, toute la partie service, gestion d'un resto. Par contre, je ne maîtrisais pas encore la partie cuisine. J'avais pas envie d'apprendre et de prendre des cours de cuisine. Et du coup, on est parti à Shanghai pour prendre des cours ensemble. Et j'ai fait. Alors, attends, pardon, je te coupe. Juste, je suis désolé, Céline, mais juste, ce qu'il faut du coup retenir, c'est qu'il y a un élément essentiel, c'est que quand tu entreprends euh, dans la restauration, toi, tu as fait le choix avec Billy, vous avez fait le choix de prendre des cours de cuisine. Donc, on peut dire que c'est essentiel. Pour ma part, ça a été pareil. J'ai commencé en apprentissage en cuisine, j'ai un parcours différent, bref, je l'expliquerai plus tard, mais en gros, je me disais que sans avoir une formation culinaire, ça allait être l'enfer. Enfin, ça pouvait être beaucoup plus compliqué. Donc, on se rejoint complètement sur le fait que, pour ceux qui nous regardent et qui, attends, vous êtes tous les deux autodidactes, est-ce que vous avez fait des formations particulières et autres avant de vous lancer? Ouais. Attends, je réponds juste, si ça ne te dérange pas, cette question. Les formations hygiène, c'est obligatoire. Je ne sais pas ton prénom. Ah ben c'est Oscar Monnier. Oscar, c'est obligatoire les formations dans le cadre d'un permis d'exploitation. En fait, quand tu ouvres un restaurant, tu dois avoir un permis d'exploitation et pour avoir un permis d'exploitation, tu dois avoir pour avoir une délivrance de cabis pour la restauration, tu dois avoir une formation hygiène. Donc, pour revenir au sujet, tu décides de faire cette formation cuisine et tu pars avec Billy. Combien de temps vous partez? On part un mois. Un mois, chaud. Un mois, toute la journée, all day long, donc, à faire les bao, non, j'allais dire les gyoza, mais les gyoza c'est japonais, donc pardon, je me Ouais. tire, mais faire des bao. Et à faire des bao, à faire du wok, à apprendre à faire des nouilles maison et à faire tous les plats classiques de la cuisine chinoise. D'accord, ça aussi c'est important. Pardon. Pourquoi je dis que c'est important? Parce que tu dis nouilles maison. Et moi j'ai envie de mettre l'accent là-dessus parce que ce que l'on constate chez Bao Express, et bravo parce que c'est très fort ce que vous avez fait, c'est d'avoir, et comme d'ailleurs Gros Bao, si je dis pas de bêtises, Ouais. c'est d'avoir une transparence totale. Gros Bao, c'est sur le canal Saint-Martin, pour ceux qui connaissent pas. Bao Express, ça a ouvert très récemment, c'est dans le 11e. Et on a une ouverture, comme chez Spock d'ailleurs, on a une ouverture totale de la cuisine sur les clients. Donc, ça permet d'interagir. Mais bon, il y a très peu de clients qui vont voir les chefs en disant hey, vous faites quoi là? Mais bon, ils pourraient le faire dans l'absolu, hein, puisque la cuisine est complètement ouverte. Et ce que j'ai constaté la première fois où je suis venu et hier chez Bao Express, c'est qu'en effet, on voit vraiment les baos se faire
quasi à la minute. Et même d'ailleurs, la dernière fois, j'ai vu chez Blue Bao, rue Saint-Lazare, quand je t'ai envoyé la photo là où j'y étais il y a 2 semaines, je crois, et je voyais c'est les dim sum qui Ouais, sont. ouais, Voilà, et je les voyais faire les dim sum en direct derrière le comptoir quand même. exactement. Ouais. Donc, Enfin, tout est fait à la main, hyper frais. mais ça, c'est important de le signaler, c'est hyper important de le préciser, c'est que on parle de qualité. Mm. Donc en fait, pour ceux qui nous regardent, tu as fait le choix, j'ai fait le choix, on a fait le choix de faire tout maison, de faire tout nous-mêmes et de faire donc de la qualité et ça paye. Voilà. Donc ok, pardon, je voulais juste mettre l'accent aussi là-dessus parce que c'est hyper important. Parfois, tu peux te dire, ok, j'ouvre, pardon, pour ceux qui nous regardent aussi, se dire, s'il y a des projets de cuisine thaïlandaise, asiatique de manière au sens large du terme, tu peux, évidemment, il y a des épiceries et en produits secs, que ce soit des nouilles de riz, des nouilles udon, il me vient des sarrasins, il me vient ça à l'esprit, mais ça ne vaut pas de les faire soi-même. Et les faire soi-même, il y a une vraie valeur ajoutée et il y a une proposition de valeur chez Bao, entre autres, que l'on n'a pas dans une cuisine chinoise ordinaire, en dehors du fait que, évidemment, tu parlais de l'architecture, de l'ambiance générale, voilà. Euh, et comment as-tu rencontré ton associé et quand as-tu su... Ah ouais, ça, c'est des questions qui reviennent souvent. Ouais, Ouais. Si ça t'ennuie pas de répondre à cette question, ouais, Céline? bien sûr. C'est quand est-ce que j'ai rencontré mon associé et c'était quoi la suite de la question? C'est comment as-tu su que ça allait matcher? Et c'est Ah, vrai que mm, c'est dur quand tu sais que tu pars dans une association avec quelqu'un, tu pars normalement au moins pour 7 ans, c'est la durée de ton crédit. Si au bout de 6 mois ça fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc voilà. Donc comment t'as su que parce que tu connaissais pas Billy avant, c'est pas genre le pote d'enfance, tu pas vois? du tout. Non, non, et c'est génial d'ailleurs qu'on se soit pas connus avant. On s'est vraiment rejoints, tu vois, sur notre vision et ce qu'on voulait créer. Et en fait, tous les deux, on voulait créer tu vois, des restaurants asiatiques différents. Et alors moi, j'étais vraiment partie sur la cuisine chinoise. Et lui, il est d'origine vietnamienne. Il n'avait pas forcément d'idée de concept en tête. Et quand je lui ai expliqué mon projet, il a complètement adhéré. Et c'est pour ça, tu vois, que c'était important pour moi qu'il découvre Shanghai. Parce que je voulais vraiment qu'il soit immergé, qu'il comprenne l'essence, qu'il comprenne la cuisine. Et je voulais être sûre, en fait, que ça lui plaise et que ça lui parle. Parce qu'en effet, il avait bossé sur la cuisine chinoise, euh, voilà, sur un énorme projet. Donc, tu vois, ce voyage-là, ça a été, à la fin, on a pris des cours de cuisine, mais ça a permis aussi de valider notre association. Parce que déjà, quand tu pars en voyage avec quelqu'un et que tu le vois tous les jours en voyage, c'est un peu comme un couple, c'est un peu un test. Si ça marche bien, c'est que ça marche bien, tu vois. Oui, je me souviens, c'est ce que tu dis sur le podcast à un moment. Vous avez passé, c'est pas évident, quoi. C'est l'épreuve du feu, en fait, parce qu'au final, vous étiez matin, midi et soir ensemble. J'imagine que c'était pas évident parfois, enfin, d'avoir des moments à vous. Bon, bref, on va pas rentrer dans les détails, mais Exactement. Mais tu vois, en vrai, c'était trop cool parce qu'on prenait une croquette de cuisine et après, je l'emmenais manger partout. Tu vois, on allait dans des boui on allait dans des gastros, on allait à la maison, enfin bref. Enfin, on a fait un peu tous les styles. Et tu vois, on avait loin un scooter, et puis on faisait du scooter à deux dans Shanghai, dans le froid. C'était en plein hiver. On a aussi une énorme panne de scooter dans la neige. Enfin bref, tu vois, plein de petites anecdotes comme ça qui ont fait que je pense qu'on s'est rapprochés très vite. On a vraiment des valeurs même de vie communes. Tu vois, pour nous, la famille, c'est très important. Pour nous, tu vois, la diversité, c'est très important. Tu vois, l'ascension sociale, tu vois, c'est ce sujet en fait qui nous porte et qui nous parle vraiment. Et en fait, on a beaucoup de valeurs communes profondes. Et en fait, c'est comme ça, tu vois, enfin, ça s'est fait très vite. Une fois que je l'ai rencontré, je savais que tu vois, je voulais qu'on bosse ensemble. Et après, lui, il faut savoir lui, c'est un multi-entrepreneur. Du coup, il avait des franchises avant. Et en fait, ouais, quand on a commencé à bosser ensemble, il avait encore ses franchises, enfin quelques-unes. Et donc, du coup, il était pas sur Bao à 1000% comme moi je l'étais. Et en fait, au fur et à mesure, il a décidé de céder ses franchises pour se consacrer à 1000% sur Bao. ok. Donc, tu as su, pour résumer et pour répondre à la question, tu as su que c'était Billy
au moment où tu as passé un mois avec lui à Shanghai. Et Ouais. c'était cette épreuve Mm. qui vous... Enfin, c'est pas une épreuve d'ailleurs, mais c'était cette formation en cuisine qui vous a rapproché. Et Ouais. ce voyage, en fait, au final, et t'as su que tu pouvais lui faire confiance en toutes circonstances. Bref, en gros, que ça fonctionnait hyper bien entre vous et que c'était OK, quoi. Complètement. C'est ça. Donc, tu vois, très, très bon feeling sur la personne. Après, tu vois, c'est sûr que l'association au quotidien, c'est quelque chose à travailler. Parce que, tu vois, enfin, là, ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. Et tu vois, c'est pareil, enfin, tu le vois tous les jours. Donc, forcément, en fait, il faut qu'on apprenne à communiquer ensemble, il faut qu'on apprenne à bien se connaître. Et c'est, tu vois, c'est un travail du quotidien, quoi. Mais de l'extérieur, pour connaître Billy et de plus en plus, on précise quand même que c'est vraiment une crème, quoi. Hein. Je veux dire, vous êtes là-dessus, vous avez un tempérament tous les deux. Je trouve que vous êtes à la fois complémentaires et à la fois c'est très étrange parce que je trouve que vous vous ressemblez aussi dans je sais pas comment je pourrais dire ça, mais vous êtes hyper apaisés tous les deux. Enfin, vous semblez tellement très calme tout le temps, tu vois. Il y a jamais de tension dans les paroles. Enfin, bref, je sens moi une sérénité que l'on n'a pas l'habitude de voir chez des entrepreneurs, surtout dans notre métier, avec le stress qui nous habite régulièrement. Et là, j'ai plutôt systématiquement, je vois, tu vois, vraiment une force tranquille chez chacun d'entre vous, quoi, chez tous les deux. Donc ça m'étonne pas que vous vous entendiez très bien, quoi. Et là, dans les projets, vous ouvrez à Marseille. Oh, ça faut pas le dire. Pardon. Ah C'est- zut. Il fallait pas le dire, mais on commence à en parler quand même. Moi, j'ai entendu hier deux, trois fois. Oui, mais en fait, tout le monde, enfin, en fait, c'est ce que tout le monde est au courant, c'est un truc de ouf. Ben oui, Mm. ça commence un petit peu à... Enfin, il y a eu des petites fuites, quoi. Bah, Ouais. déjà, à Marseille, je suis marseillais, je précise, mais à Marseille, on le sait, quoi. Enfin, tu vois, on sait où, on Mm. sait pas quand, mais Mm. c'est quand même... Ouais, enfin, on le sait. ouais, je sais. Non, Mais tu peux pas le cacher, c'est clair. Tu peux pas... ouais, alors en fait, c'est un projet sur lequel on travaille aujourd'hui et qui me tient vachement à cœur. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour Marseille, j'adore cette ville. Et tu vois, c'est un peu un rêve pour moi d'ouvrir un resto à la mer. Et du coup, c'est comme ça qu'on a choisi la ville de Marseille. Je t'avoue on est en plein dans le projet, donc demande de financement. Enfin, tu connais tout le process avant de vraiment d'arriver à avoir un local. Et du coup, on est dans ce process-là. Et donc, D'accord. Tu non. peux, ça t'ennuie pas, parce que c'est étonnant qu'on n'ait pas encore des questions dans ce sens, Mhm. rapidement de nous expliquer ce process, du parcours du combattant en quelques mots, tu vois? Ouais, bah en fait, du coup, quand on veut ouvrir un restaurant, la première chose, c'est de chercher un local. Donc, le local qui va accueillir votre concept. Et déjà, trouver un local, ça peut prendre du temps. Trouver le bon local, l'emplacement, c'est vraiment clé. C'est vraiment ce qui va faire que ça va marcher. Donc, il faut trouver le Tu bon. dirais combien de temps? 6 mois, 8 mois, un an? Alors, ça dépend des projets. Nous, généralement, en fait, nous, on met entre 3 mois et 6 mois à trouver. À partir Ok. du moment où on va chercher, c'est entre 3 mois et 6 mois, ouais. Euh, et après, une fois que tu vois, on a fait plusieurs visites dans le local et qu'on a réglé toutes les questions techniques d'extraction, de terrasse, de plein de choses, et que les archis ont vu le lieu, on décide de faire, enfin, on fait une offre. Quand l'offre est acceptée, après, on part en promesse de vente. Et lors de cette promesse, on a un temps pour de faire une demande de prêt bancaire si on a besoin de contracter de la dette. Et du coup, Mhm, bah, souvent, enfin, c'est très capitalistique d'ouvrir un restaurant, surtout un grand restaurant où on refait tout de A à Z. Donc c'est quand même mhm. c'est vraiment un énorme budget. Et donc, nous, forcément, on a besoin de faire appel à une dette bancaire pour financer ces projets-là. Et du coup, là, on est en phase du coup, de recherche de prêt. Et une fois que le prêt est validé et contracté, on a les sous et ensuite, les travaux peuvent commencer. Ok. Est-ce que c'est compliqué d'avoir un prêt?
Alors, je t'avoue que c'est pas du tout évident, surtout pour les néo-restaurateurs. Tu vois, moi, pour Petit Bao, je venais de nulle part, donc je me suis pris plein de vent avant. Après, il faut vraiment, enfin, vraiment persévérer. Enfin, moi, ce que je comprends dans la recherche de prêt bancaire, c'est qu'il faut persévérer, aller taper tous les contacts possibles, trouver la bonne personne, le bon interlocuteur, le bon conseiller, et souvent quelqu'un qui va croire en votre projet. C'est lui qui va vous permettre de débloquer la situation. Donc, faut rencontrer les banquiers, il faut avoir le bon discours auprès d'eux. Vraiment, il faut leur parler. Il faut avoir le même langage que les banquiers. Et c'est pas souvent le même langage que les entrepreneurs. Du coup, il faut vraiment adapter son discours, son BP, enfin tout ce que tu racontes, il faut vraiment l'adapter aux banques. Et, euh, et après, ça se fait. Ça se fait, mais c'est un long périple, hein. Pour moi, c'est vraiment le plus dur, je trouve. Ouais, moi aussi, je pense. Donc, en gros, ce que tu peux dire, c'est là, c'est qu'il faut poser et déposer plusieurs dossiers dans les banques. Il ne faut pas Mm, se focaliser sur une banque, même si parfois on a l'impression, nous souvent on entend par nos franchisés chez Spock, oui, mais c'est un banquier familial, c'est un banquier historique. La banque, je sais pas moi, la BNP, on l'a depuis 20 ans, donc on l'a déposé qu'à la BNP le dossier. Et en fait, non, c'est une erreur. Il faut le déposer au final une dizaine de banques. mm, Et donc, dès lors que l'on crée un dossier bancaire, il faut que le dossier soit archi complet parce que ça agace les banquiers de revenir et de redemander des pièces et du coup le dossier est un peu mis de côté parce que à chaque fois il faut redemander des pièces. Donc ça ouais. c'est la première des choses à savoir. Ensuite il faut que le dossier soit archi complet. Alors quand on crée, là je vois Maxime qui pose la question quand on part de zéro. Il a raison. Bon, quand on part de zéro, alors l'avantage qu'on a nous, chez Spock et Bao pour l'instant, enfin, je sais pas si un jour tu viendras à la franchise, mais nous chez Spock, par exemple, dès lors qu'un franchisé nous rejoint et signe dans le réseau, on l'accompagne vraiment sur tout le montage du prêt. Donc, on a des matrices et la direction financière chez nous va constituer le dossier bancaire avec lui, avec cette personne, ce qui va permettre de ne pas revenir et faire des allers-retours. En gros, ce qui constitue un dossier, c'est évidemment pièce d'identité, statut de la société, business plan. Donc, il faut aller voir un expert comptable pour commencer à établir un business plan. Il faut éviter de le faire sur Excel soi-même avec le copain du voisin ou le cousin parce qu'on a l'impression que ça se fait comme ça. Mais non, les banquiers ont besoin, et c'est normal, de professionnalisme, donc d'avoir des vrais experts comptables en face d'eux pour pouvoir échanger sur des questions un peu plus techniques. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est avoir les plans de ce local. Donc, il faut déjà avoir un archi. On sait, ça coûte, enfin, c'est de l'argent, hein, ce sont des honoraires. J'allais dire, ça coûte cher un archi, c'est faux. Un archi, il faut prendre un architecte pour faire son projet. On a des idées reçues sur les architectes et on pense que le fait de ne pas prendre un architecte, c'est une économie. C'est faux. Au contraire, on le paye à la fin parce que les archis, ça permet d'économiser sur plein de postes, ça fait gagner un temps fou, ça négocie auprès des entrepreneurs et surtout, c'est beaucoup plus cadré en termes d'autorisation et de ce qu'on appelle les DP, les autorisations de travaux. Donc, il faut impérativement prendre un architecte pour ces projets. Ensuite, ce qu'on pourrait dire, c'est établir avec cet architecte des devis de travaux Mhm. parce que dans un dossier bancaire, on a besoin d'avoir des le plus précis possible. Alors parfois ça paraît dingue, mais ils demandent en permanence des pièces sur les travaux d'aménagement et sur ce qu'on appelle le second œuvre, quand il n'y a pas de gros œuvres. Bref, je pense que chez Bao Express, vous aviez dû avoir des gros travaux, hein, d'après ce que j'ai vu. Ouais. Voilà. Et puis, ça constitue un dossier à déposer, assez complet à déposer auprès des banques. Et puis, il y a également des courtiers qui parfois font bien le travail aussi. Ben là, il faut, ça, je laisse à l'appréciation de chacun, parce qu'ils prennent globalement 3 à 5% du montant qu'ils débloquent. Donc, selon la somme que ça représente, ça peut chiffrer, mais
ça peut faire gagner beaucoup de temps aussi. Et surtout, ils savent taper aux bonnes portes et ça évite de se prendre des vents, comme tu disais, auprès des banques, surtout quand on n'est pas professionnel et ça, c'est compliqué. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire donc en gros, à partir du moment où tu décides de faire ton projet, tu as globalement presque, je dirais, entre 6 mois, 6, 8 mois, voire un an parfois, le temps de voir le restaurant ouvert, quoi. Ah ouais, c'est exactement ça. Nous, ça a été un an jusqu'ici minimum. Entre le moment où tu cherches le local et le moment où le resto ouvre vraiment, enfin, ça a généralement été un an, ouais. Ouais, là, d'ailleurs, il y a une question. Betty Wax nous demande pour ton premier restaurant, combien de temps tu as mis pour obtenir ton premier prêt? J'ai mis 3 mois le premier resto. 3 mois. Ouais. Ouais, 3 mois, j'ai envie de te dire que ouais, c'est une durée normale, quoi. Mais trois Ouais, mois, il faut préciser que sur ces 3 mois-là, tu t'es pris quelques vents, quoi. ouais, je me suis pris des gros vents, ouais. Parce que je venais de, tu vois, j'étais pas précédemment gérante de restaurant, j'étais pas chef non plus. Et en fait, ce que les banques aiment bien voir, c'est que tu sois accompagné par un chef qui soit fort, que tu sois déjà accompagné par un gérant de restaurant. Enfin, ils veulent voir de l'expérience et de l'expertise pour être sûr que ton projet va marcher. Ok. Et Maxime, je précise que Maxime Costaud, c'est vraiment son vrai nom, hein. Il Mhm. s'appelle vraiment Maxime Costaud. Maxime, alors qu'est-ce qu'il demande Maxime? De petit à gros, donc j'imagine petit bao à gros bao, et les nouveaux projets, c'était vous qui vouliez plus gros ou le banquier vous a dit go? Je comprends pas trop cette question. Tu la comprends toi, Céline? Et pour Spock, en propre, ce fut pareil. Alors, Qu'est-ce que tu nous, penses sur nous, cette question? gros dans les projets, tu vois, c'est toujours nous qui décidons quel type de projet on veut lancer. Donc, gros, Mhm. moyen, bleu, premium, street food, enfin, tout ça, c'est nous qui le décidons. Et après, on va avec notre projet, on le présente auprès des banques. Et du coup, après, c'est à nous de vendre notre projet auprès des banques. Donc, en effet, plus tu vends un projet gros, plus ça fait peur. Et plus tu dois être armé Ouais, défendre ce projet-là. ok. Et comment tu dirais que ça prend combien de temps selon toi pour arriver à une vitesse de croisière, un restaurant, en termes de chiffres, enfin, tu vois, comment l'exprimer? Par exemple, tu as une cible de chiffres que tu dois faire pour être à zéro, Ouais. pour que le restaurant soit rentable, qu'il paye ses charges et basta. Tu dirais que combien de temps tu mets pour obtenir cette cible et combien de temps tu prévois en trésorerie pour dire on va passer peut-être, je sais pas moi, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 8 mois compliqués, donc il faut qu'on prévoit 8 mois de trésorerie alors, je pose des questions très sommaires et assez bateau et qui semblent essentielles maintenant pour nous et pour ceux qui nous regardent, qui sont habitués, mais je me rends compte que quand j'ai des échanges comme ça avec des créateurs d'entreprises et qui sont surtout en conversion professionnelle, c'est des questions qui reviennent souvent et c'est des questions qui sont pour le coup assez intelligentes. Bref, voilà. Si tu veux bien répondre, ça ne dérange pas. Oui, bah, pour Bao, je t'avoue que nous, généralement, on met 2 mois pour être rentable. C'est pas beaucoup, hein. Non, c'est pas beaucoup. Depuis le début, en fait, on a enfin, en fait, ça s'est fait comme ça, mais dans l'histoire, c'est qu'on a toujours fait, enfin, en fait, nos restos sont remplis tout de suite. Enfin, c'est-à-dire que dès le début, nos restos sont remplis, midi et soir, et du coup, on est rentable en 2 mois. Et après, par contre, on va mettre 6 mois à, euh, à avoir le chiffre d'affaires qu'on veut optimal. Avec D'accord, donc, ok, donc je comprends qu'au bout de 2 mois, tu arrives à un équilibre, ouais. Mm. tu es à zéro, c'est-à-dire que tu payes tes charges, Ouais. tu ne gagnes la société, hein, on va préciser aussi ça. Quand on dit gagner de l'argent, c'est pas Céline et Billy qui prennent de l'argent et qui
qui mettent cet argent dans leur poche. C'est la société qui gagne de l'argent et quand la société en perd, c'est la société qui en perd aussi. Et bon, je vais pas faire des cours d'économie, mais s'il y a une différence entre une personne morale, donc une SAS par exemple, une société et une personne physique, donc un individu, toi, moi, voilà. Donc c'est deux choses différentes. Donc 2 mois pour être à l'équilibre et globalement, tu dis 6 mois pour avoir la target, quoi, pour avoir la cible et pour que la société, le restaurant gagne de l'argent. Ouais, pour être vraiment bien sur notre business plan. D'accord. Il Ouais. faut quand même préciser que dans la vraie vie, ça se passe pas tout le temps comme ça. C'est-à-dire que je ne te dirai pas et je te ferai pas l'affront de te dire que vous avez de la chance parce que c'est beaucoup de travail Mm. et je sais que vous êtes deux acharnés, que vous avez énormément et que vous continuez de beaucoup travailler aujourd'hui pour en arriver là, Mm. mais c'est vraiment le fruit du travail, quoi. Voilà, il n'y a que ça qui paye et vous continuez de le faire tous les deux au quotidien. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous arrivez à avoir, à travers votre réseau, à travers la réputation de Bao, vous arrivez à avoir des délais qui soient aussi courts, hein, parce que c'est très, très sincèrement, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Parfois, ça met 1 an avant d'être à l'équilibre Mm. et un peu plus pour que ce soit rentable. Voilà. Euh, Quelles sont les premières étapes pour franchiser? Comment trouvez-vous le personnel qualifié de confiance? Moi, je te laisse répondre à la deuxième. Ouais. Alors, pour le personnel qualifié de confiance, ce qui est hyper important, enfin, au vu en plus de la pénurie de main-d'œuvre qu'il y a en ce moment sur le marché, c'est que il faut créer une culture forte au sein des restaurants. Il faut que les gens soient passionnés, soient hyper heureux de travailler pour le resto et donnent leur max. Et en fait, les gens, quand ils sont contents d'être là et qu'ils veulent bien faire leur travail, en vrai, y a pas trop de sujets, quoi. Et après, bien sûr, il faut autour de ça créer un environnement qui soit hyper bienveillant, ce qui est aussi rare dans la restauration. Enfin, maintenant, je trouve que c'est de plus en plus le cas. Et moi, tous mes potes restaurateurs ont tu vois, des politiques RH incroyables. C'est vrai qu'à l'époque, quand on s'est lancé, c'était un petit peu moins le cas. Et c'est vrai que tu as bien traité ses employés, c'est clé. Et chez nous, c'est ce qui fait qu'il y en a qui sont là depuis l'ouverture. Et du coup, d'avoir ces personnes-là qui ont la culture BAO, qui connaissent hyper bien nos modes de fonctionnement, nos produits, notre carte, notre vibe, ça nous permet aussi d'ouvrir à chaque fois. Les lieux, en fait, conservent la même énergie et tu as le même type voilà, d'ambiance. Et c'est ce qui fait, tu vois, qu'aujourd'hui, on arrive à ouvrir vite, à être efficace rapidement. C'est parce qu'en fait, on a des personnes clés qui sont là depuis le début et qui nous accompagnent dans l'aventure. Et ça, on a réussi par la culture du care. On prend vraiment soin de tous nos employés, par des conditions de travail aussi, tu vois, qui sont très justes. 39 heures ou 42 heures max, une coupure seulement dans la semaine, 2 jours de week-end d'affilée. Et, et après des perspectives aussi d'évolution qui sont fortes. Et du coup, c'est vrai que tout ça fait que les gens se sentent bien chez nous. Et après, bien sûr, on a du turnover, comme partout. Mais en tout cas on arrive comme ça à trouver des personnes qui sont qualifiées et qui ont aussi des super soft skills. Euh, et donc voilà. Donc c'est un peu comme ça qu'on a fonctionné depuis le début. Ok, ce qui n'est pas évident à trouver, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en gros, c'est des conditions de travail pour le staff qui sont plus comme dans les années 80. Ouais. Donc on respecte Mm. les heures, on respecte si il y a des contrats de travail à 42 heures, 39 heures, 35 heures, ils les font. S'ils font des heures en plus, ils sont payés pour faire des heures sup ou ils les rattrapent. Euh, Parce qu'aujourd'hui, payer des heures sup, on est majoré, donc ça coûte cher. Donc l'idée, c'est plutôt que ces heures soient comptabilisées et ensuite rattrapées.
En tout cas, nous, on fonctionne comme ça chez Spock. Voilà, mais en gros, l'idée, c'est de bien les traiter et d'avoir des bonnes conditions de travail. Et c'est tout à fait normal parce qu'il faut retenir un salarié que l'on traite bien, il nous traite bien. Voilà. Et l'inverse fonctionne aussi, hélas. Si on le traite mal, bah forcément, il aura aucun scrupule à mal nous traiter et il aura raison d'ailleurs. Voilà. Ensuite, il y a une question qui est sur le coût approximatif de l'installation d'une cuisine. Ça, c'est délicat parce que ça va dépendre de la taille du restaurant. Euh, un schéma classique, je sais pas, je dirais un resto qui fait entre 50 et 80 mètres carrés. Et en fait, ça va dépendre aussi du type de cuisine, Chloé, que tu vas pouvoir mettre, enfin que tu vas pouvoir développer dans ton restaurant. En gros, si tu fais une petite cuisine, forcément, ça va te coûter beaucoup moins cher. Petite cuisine, c'est petites cartes. J'entends restauration de midi, salade, soupe, Mm. sandwich. Là, ça va être plutôt un coût, j'en sais rien, pour un resto qui fait une cinquantaine de mètres carrés, une cuisine va coûter autour des 20 000 euros, peut-être 20-25 000 euros pour ce type de cuisine-là. Voilà, j'entends toujours sans les raccordements, l'électricité. Après, il faut rajouter tous les coûts de ce qu'on appelle de raccordement, raccorder l'eau, l'électricité, l'évacuation. Bon, bref. Et puis, si tu as une cuisine type bistrot, donc là, tu as besoin parfois de cellules de refroidissement, tu as besoin de plus gros appareils, des fours à air pulsé, mixtes. Donc, là, d'ailleurs, le conseil que moi je peux donner, c'est qu'il faut pas lésiner sur le matériel. Faut vraiment, parfois ça paraît cher au début. On se dit mais c'est pas possible. Le prix d'une cuisine, c'est le prix d'un appartement. Mais franchement, sur une cuisine de bistrot, un resto qui fait globalement autour des 70-100 mètres carrés, je crois que c'est un peu un standard pour un bistrot. La cuisine va coûter à minima 40-50 000 euros. Et ce budget-là, il est essentiel. Il est essentiel à travers des gros appareils, quoi. Voilà, four, plaque induction, gaz s'il y a encore du gaz, mais c'est assez rare. Et puis voilà, ce qu'on appelle des thermomix, des robots coupes. En fait, tous ces appareils-là sont indispensables pour que le staff, justement, se sente à l'aise aussi pour pouvoir bosser correctement et dans la création de recettes, on va sans arrêt, le patron va venir ouais, demander à ce qu'on crée régulièrement et le chef lui-même, parfois on a des chefs qui sont très créatifs, mais sans matériel, c'est très compliqué de pouvoir avancer. Je regarde si j'ai d'autres questions, à chaque fois je m'arrête sur quel est le maximum en termes de mois avant d'atteindre le seuil de rentabilité, on en a parlé, toi tu disais le seuil de rentabilité chez Bao, vous l'atteignez en 2 mois. Et moi, si je peux répondre sur ça, le maximum, vraiment, ça serait 10 mois, je dirais entre 8 mois et 12 mois pour au moins être à zéro. Si tu montes un resto et que si ça fait 8 mois que tu perds de l'argent, que tu n'arrives toujours pas au moins à être à zéro, à part si tu as une idée en tête et un projet très précis sur un produit qui est exclusif, qui va être long à développer, mais tu sais que derrière il va avoir un gros potentiel. Mais mis à part cette situation-là, honnêtement, ça me compliquait pour la suite parce que 8 mois, ça lance quand même le resto, au moins pour être à zéro. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Et avant ces 2 mois, es-tu négatif? Ce gap-là, tu l'intègres dans ton prêt? Qu'est-ce que tu dirais, Céline? Moi, je dirais oui. Oui, oui, bien sûr, c'est le BFR, quoi. Enfin, C'est ce qu'on appelle un BFR, exactement. C'est un besoin en fonds de roulement. Mm. Donc, alors, c'est soit certains l'appellent le BFR et certains l'appellent une trésorerie de départ. Mhm. Donc, trésorerie de départ, dans les cours d'économie, de comptabilité de base, on dit que c'est 3 mois. Donc, il faut Mm. avoir 3 mois de trésorerie. Voilà, donc 3 mois enfin, la trésorerie doit représenter 3 mois de charges fixes, pardon, charges fixes et variables. Donc, on entend charges fixes électricité, euh, loyer, voilà, ça fait partie des charges fixes. Et le variable, c'est les charges de personnel. Et ensuite, il y a le remboursement de crédit. Donc, la conjugaison de ces trois postes-là
euh, représente un montant et idéalement, il faudrait avoir 3 mois en trésorerie de départ pour pouvoir fonctionner sans avoir une boule à l'estomac, le stress, et ça va vous permettre d'être concentré sur la partie commerciale et créative, donc développer la partie commerciale, prendre soin de son personnel, prendre soin de ses clients et avoir la tête reposée pour ça. Voilà, pardon, je reçois des WhatsApp en même temps avec des questions de l'autre côté et des SMS. Et en même temps, je lis les questions. Donc, je pense avoir répondu à celle-ci. Et quel était le background de Céline? Ben, on l'a dit tout à l'heure, hein, Maxime. Céline était dans la mode avant, on peut dire. Mode conseil, ouais. Mode conseil, ouais. Mm. Comment on fait quand on a des employés à payer tous les mois? Ben, tu fais du chiffre d'affaires et avec ce chiffre d'affaires, tu payes tes employés, Betty. Pardon, mais je comprends pas vraiment ta question. Ben, c'est ton chiffre d'affaires Mm. permet un bilan de manière très sommaire. Ça s'équilibre de la façon suivante. Mm. Tu fais enfin, une exploitation, pardon, c'est pas le mot bilan exactement, mais plus communément on appelle ça un bilan. En fait, tu as un chiffre d'affaires, tu as tes achats de matières premières, la ligne juste en dessous, et tu as ce que l'on appelle de la marge brute. Cette marge brute-là va te permettre de payer toutes les lignes qui vont aller dessous. Les lignes qui vont aller dessous, c'est celle que je viens d'expliquer, la charge locative, plus communément appelée le loyer, et ensuite les charges de personnel, l'électricité, les petites formalités administratives à droite à gauche, et ensuite tu vas obtenir ton résultat. Donc ça s'appelle un EBE, un excédent brut d'exploitation, et cet EBE-là va permettre de payer un impôt et ton crédit également, et ensuite tu as ton résultat net. Voilà. Et l'EBE, l'équilibre du bilan, en gros, pour la faire courte, dans un restaurant, c'est des postes à 30%. Donc tu as 30. Alors je sais pas, chez Bao, ce serait peut-être intéressant que tu nous le dises, mais nous, par exemple, chez Spock, la charge de personnel, on fait en sorte qu'elle soit entre 25 et 30%. Après, par exemple, chez Lolo, d'autres activités et chez Figure, qui sont des caves à manger et ce qu'on appelle des bars à vin caves à manger, là, euh, on a une charge de personnel qui est un peu plus importante. Et enfin, chez Lolo Bistro, là aussi, on a une charge de personnel qui est encore plus importante parce que ben, on a du personnel, avec tout le respect que j'ai pour mes collaborateurs chez Spock, mais on a du personnel qui est hautement qualifié en cuisine et en salle avec des sommeliers, donc forcément on a des formations qui sont différentes, bien qu'on ait de très bons chefs chez Spock aussi, mais on a une pénibilité aussi avec les coupures au bistrot, avec on finit tard, donc forcément on paye un peu mieux et c'est largement mérité nos salariés dans un concept comme le bistrot. Et je pense que chez Bao, c'est pareil. Donc, je pense que tu dois être un peu comme nous, on doit être autour des 30% de masse salariale, parfois 35, surtout quand tu démarres. Voilà, donc il faut essayer de rester dans ce créneau-là et éviter d'aller au-delà de 35, voire 40. Et donc ça, c'est dans l'équilibre du bilan, c'est la masse salariale. Et ensuite, les achats de matières premières, il faut faire en sorte, là aussi, que ce soit autour des 30%. Voilà, alors je pense que chez Bao, vous devez être, ça doit être pareil, non? Vous devez être dans le Oui. 30% d'achat de matières premières. Alors, moi, je t'avoue que, tu sais, nous, comme on fait tout main, comme tout est transformé à la main, on a du coup une charge de personnel qui est plus élevée parce qu'on a bah, toutes ces personnes qui font des babos à la main et du coup une charge food qui est un peu moins élevée. D'accord. Parce Ouais. que, ouais, voilà, mais ça c'est bien de préciser ça, Céline, parce que ça permet d'avoir un équilibre sur le bilan. Moi, là, ce que je dis, ce que je donne comme élément, c'est des éléments de base de la comptabilité d'un restaurant en soi. Ensuite, chacun va pousser son curseur. Mhm. Là, tu expliques que toi, tu as plus de masse salariale parce que tu fais tout à la main, mais tu vas avoir une économie Mhm. d'achat de matières premières, ou du Mhm. reste, tu vas optimiser. Et donc, ça veut dire que tu vas avoir
plutôt que comme nous, par exemple au bistrot, on va avoir 30 à 35% d'achat de matières premières, Mhm. peut-être que, pardon, toi, tu vas avoir Oui, c'est ça. 25%. Donc, tu vas avoir une très bonne marge. Ce qui, Mhm. aussi, on fonctionne souvent en pourcentage de taux de marge. Mhm. Et le pourcentage de taux de marge chez Bao, je te le souhaite, s'il est de 70-75%, quand, par exemple, nous, au bistrot ou des bistrots tradis, on va être entre 65 et 70. Mhm. Parfois, il y a même des restos, des étoilés qui sont à 55-60 parce qu'ils Mhm. travaillent des produits d'excellence. Mhm. Voilà, donc il y a un équilibre à trouver. Et cet équilibre-là, ben, c'est avec votre expert comptable, quoi. C'est des curseurs. Si vous avez un loyer qui est très faible, un endettement de la société qui est très faible. Du coup, vous pouvez peut-être vous permettre de travailler des meilleurs produits, donc Mhm. d'être plus compétitif sur le côté commercial. Voilà. Donc tout ça, c'est des petits curseurs, mais la base, c'est 30, 30 et 30. Voilà. Ouais. Pour avoir un résultat net à la fin de 10%. Et on a un restaurant, on peut dire que, alors, il faut savoir aussi qu'on ne s'enrichit pas avec un restaurant, hein. On ne devient pas riche avec un restaurant, contrairement aux idées reçues. Ce sont des métiers De de passion. passion. Mhm. Et ce sont des métiers, parce que tu es une passionnée, donc tu fais un métier qui est passionnant. Mhm. Et ce sont des métiers de passion en somme. Mais on va pas se mentir, on s'enrichit pas en faisant ce métier. En revanche, on s'enrichit différemment, pas financièrement, mais on s'enrichit différemment, quoi. Mhm. Hier, je pense que c'était très riche pour toi en rencontre. Typiquement, si on fait le focus sur une soirée comme hier, qui était une soirée entre guillemets extraordinaire, mais t'as dû passer avec Billy, vous avez passé une très bonne soirée parce qu'il y avait vos amis qui étaient là, Bien il y avait sûr. des copains journalistes qui étaient Mhm. là, il y avait donc tous ces gens-là font que toi, tu es fier de présenter le travail que vous avez accompli Mhm. et tu es fier de présenter ce resto. Et c'est très riche en émotions parce que tu recueilles les émotions de tout le monde. Et puis, Mhm. tout le monde qui. Hier, je t'observais, je regardais. Tu avais toutes ces personnes qui étaient. Et moi, je suis très souvent à ta place aussi. Et ça me fait tellement de bien, tu vois, quand tu peux échanger et tu parlais des émotions que l'on procure à travers un repas Oui. que toi tu ressens en tant que cliente Mhm. et que nous, en tant que restaurateur, on peut transmettre lorsque l'on sert bah, des bons repas, quoi, lorsqu'on fait kiffer les gens. Et, Mhm. euh, et tu te dis, mais les gens, ils adorent, ils kiffent manger, quoi. Ils adorent ça. C'est un truc, c'est ouf à quel point tu peux provoquer des émotions à travers un bon vin, Oui. à travers un bon plat. Voilà. Attends, je redéroule les questions. Ouais, ça fait bientôt 1 heure qu'on parle là. Oui, j'ai 10 minutes encore. Bon, Ouais. peut-être les deux Tu dernières. incentives tes collaborateurs d'une manière ou d'une autre. Il y a Oscar Monnier qui nous demande si tu incentives tes collaborateurs d'une manière ou d'une autre. Oui, alors nous, bah, on a des primes trimestrielles sur la performance globale du restaurant, que ce soit sur le chiffre, sur l'hygiène, sur le service client avec la note Google, sur la maintenance du restaurant aussi. Donc du coup, Hmm. vraiment tous les trimestres, on a, enfin, ils ont des primes. Et après, au-delà de ça, nous, tu vois, maintenant, on est un groupe et on a mis en place un système ça s'appelle des BSPCE, donc c'est des actions qu'on offre aux salariés auxquels on croit et avec qui on a envie d'embarquer avec nous dans l'aventure. Et donc, c'est D'accord, ok. un geste très très fort qui, parce que nous, on est très très reconnaissants de leur travail et on a envie qu'ils soient. C'est aussi un signe d'engagement pour eux. Et du coup, ils ont aussi les bénéfices financiers de la performance de Bao. D'accord. Bon, il y a plein de questions. Juste, je prends la dernière qui me semble être pertinente parce que à l'ère des réseaux sociaux, j'arrive pas, je suis désolé à prononcer le prénom, nous propose, cette personne nous demande si vous comptez mettre un pied sur TikTok. Ah oui, alors là, c'est un long débat, ça, chez nous. Moi, je t'avoue que personnellement, je n'utilise pas TikTok. Mhm. C'est un truc que je ne comprends pas encore. Moi Et non du coup, plus, ouais. moi non plus. Et du coup, comme perso, je n'y arrive pas. Je ne sais pas quel contenu
poster sur TikTok. Sachant que nous, on a toujours fait les choses avec le cœur, avec ce qu'on aime. Tu vois, enfin, les réseaux sociaux, c'est moi qui les lancé. Instagram, c'est moi qui les lancé. Maintenant, j'ai Carole qui me le gère, mais on fait que ce qu'on aime, ce qui nous plaît, quoi. Et j'avoue que TikTok, comme enfin, on n'est pas, enfin, tu sais pas encore ce qui nous parle, on n'a pas trouvé la bonne manière d'aborder ce réseau social. Mais je t'avoue que j'ai pas envie d'être, tu vois, genre tu sais, la femme là qui comprend plus les nouveaux trucs. Oui, mais alors, comment tu fais? Ouais, ouais, là, tu veux dire, tu veux pas être la meuf dépassée. Ouais, je t'avoue que la meuf dépassée, tu vois. Surtout que nous, on essaie d'être une marque, enfin, tu vois, on est une marque très moderne, qui s'inscrit dans l'air du temps et tout. Et en effet, tu vois, c'est un mode. Et donc, il va falloir t'y mettre en conclusion en 2023. Exactement. Et donc, du coup, ça arrive en 2023, mais sûrement à partir de cet été, quoi. Ok, et donc ça rejoint une dernière question euh, pertinente aussi, qui est est-ce que pour le marketing et la communication de Bao, vous avez une agence ou vous le faites en interne? Alors, nous, on gère toute la partie marketing communication en interne. En extérieur, en fait, on a une agence de RP avec qui on travaille pour les ouvertures de restaurants. Et après, on a une agence, tu vois, de graphistes qui font toute l'identité graphique de Bao. Donc, logo, menu, DA. Ok, qui est très bien par ailleurs. Ouais, ils sont top, c'est incroyable. Ils sont très forts. Ok, ok, Mhm. super. Bon, on te libère là, hein. Moi, je reste un petit peu si vous avez encore quelques questions. Et Céline, merci beaucoup d'avoir pris 1 heure. Merci à toi. Et je pense qu'on va se voir très vite. Bah ouais. On fait les 3 ans de Lolo si tu veux passer boire un verre Ah, samedi. ah, oh, on fait le nouvel an chinois à Bao Express. Oh, Ah oui, bah, bah, bon, on trouvera. On y est de 17h à pas d'heure. Donc, c'est ah, l'année du lapin, c'est ça? c'est l'année du lapin. Ah bah je pourrais peut-être passer à 17h, ouais. Enfin, un peu. Ouais, et d'ailleurs, chez Spock, on fait la Chinese Week Ah, cool, en hommage au Nouvel An chinois, trop bien. parce on a une belle communauté de Chinois franchisés chez nous qu'on adore. Ah, Et ouais, ouais. Et donc on a des menus qui sont super quoi. ouais. Donc on fait la Chinese Week à partir de la semaine prochaine, je crois. Voilà. Donc on va célébrer le Nouvel An chinois et cette année du lapin. Ben merci Céline. Moi je reste un petit peu avec vous. Si vous avez quelques questions et peut-être même que parfois je peux inviter quelqu'un à participer au live. Céline, je t'embrasse. Merci Merci infiniment. pour tout. Et on se tient au courant pour la suite. Bisous, Merci. bisous. Ciao, salut, bonne journée. Merci, salut. Alors moi, je vais reprendre quelques questions. Je vais prendre quelques questions. Qu'est-ce qu'on a? Année du lapin, je crois. Yes. Ok. Il y avait une question. Bonjour, est-ce qu'il y a un statut fiscal plus intéressant qu'un autre? En fait, il faut que tu vois avec ton expert comptable. Ce qui est plutôt basique, c'est une SAS quand tu es associé. Ensuite, je pense que ça existe toujours. Les EURL, c'est ce qui te permet de monter un concept tout seul au final, enfin pardon, une société solo, mais après ça va vraiment dépendre de la fiscalité et si tu es avec un groupe, un fonds, eux ils vont avoir un régime fiscal bien particulier, donc ça là-dessus je te laisse voir avec ton expert comptable, je remonte un peu voir s'il y a des nouvelles questions, n'hésitez pas, moi je vais encore rester un petit peu avec vous, on est une petite cinquantaine. Max samedi, bah oui, samedi on vous attend ouais, pour l'anniversaire de Lolo. Juste, si vous avez des questions concernant la franchise et le développement en franchise, si vous avez, bon, bien sûr sur l'entrepreneuriat et sur la création, mais si vous avez n'hésitez pas à poser des questions dans ce sens-là sur Spock. Comment trouvez-vous un investisseur quand on n'a pas les moyens financiers pour entreprendre? Ok. Alors, la chance que l'on a ces derniers temps, je trouve, et notamment je le constate à Paris, un peu moins dans les villes de province, hélas, mais ce que je constate à Paris, c'est qu'il y a beaucoup de fonds qui se sont spécialisés dans la food, énormément là ces derniers temps. Donc ça, c'est plutôt cool. Je pourrais vous les donner en privé, mais parce que je les ai pas là sous la main.
il y a quelques fonds vraiment spécialisés. Donc là-dessus, il faut monter un dossier. Donc je parlais tout à l'heure du dossier bancaire, faire la même chose avec, quelque part, c'est comme si vous allez chercher un job, donc une présentation de votre profil, du projet que vous avez, et là-dessus, il y a plusieurs systèmes. Donc soit il y a des plateformes aujourd'hui des basiques comme KissKissBankBank qui sont ce qu'on appelle des crowdfunding. Donc là, vous pouvez présenter un projet de resto et à ce moment-là, ça reste quand même artisanal, enfin, ça reste quand même des petits projets. Donc, si vous avez, si ça reste des projets qui sont de 0 à 100 000 euros, là, ça peut fonctionner. Si c'est quand même au-delà et c'est une ambition un peu plus haute, soit faire appel à ce qu'on appelle du love money, donc faire entrer des investisseurs qu'on ait autour de soi, donc des amis de la famille, soit il y a ces fonds qui sont spécialisés vraiment dans la food et là, constituer un dossier et aller le présenter dans ces comités pour pouvoir lever des fonds. Et voilà. Après, là aussi, il faut être assez vigilant sur les levées de fonds parce que c'est pas aussi rose que ça paraît. Euh, il n'y a pas que l'argent, hein, il y a aussi une certaine liberté qu'il faut garder. Euh, et la liberté, bah, c'est jamais évident à articuler entre. Il faut évidemment rendre des comptes, parce que quand on vous prête de l'argent, bah, les prêteurs demandent à ce qu'on leur rende des comptes. Donc il faut rendre des comptes et à la fois, donc, il faut quand même avoir un minimum de cadre quand on fait appel à ces fonds-là, parce que on leur demande de l'argent, donc il faut le justifier tous les mois de l'activité, c'est un minimum, et de la croissance et du positionnement, voilà. Donc globalement, faites appel à des fonds et surtout, nous, ce que l'on fait, enfin moi, à titre personnel, ce que je fais, et je crois que c'est pas trop courant, hélas, j'aime bien l'idée d'associer avec moi les talents et les profils intéressants. Donc, il faut arriver, enfin, essayer de voir autour de vous des personnes bienveillantes qui sont dans l'entrepreneuriat et peut-être qui vont vous mettre le pied à l'étrier en vous libérant 10% du capital ou 20% du capital, pardon, au début, contre 1 euro symbolique, donc un don en gros. Et petit à petit, ça vous permet de vous mettre le pied à l'étrier pour pouvoir ensuite, l'année d'après, faire un prêt à la banque pour pouvoir acquérir des actions supplémentaires, du capital. Et voilà. Mais pour ça, il faut une rencontre, il faut une personne qui soit sensible à votre profil et à vos compétences et qui va vous libérer du capital. Donc ça, c'est important. Pardon, je suis un petit peu enroué. Quelle serait la clé du succès pour un passage d'un prochain restaurant à un projet de création de franchise à terme? Je relis la question, je suis pas sûr de l'avoir compris. Quelle serait la clé du succès pour un passage d'un projet de restaurant à un projet de création de franchise à terme? Ah ouais, enfin, c'est une très bonne question. En fait, la clé du succès, en fait, ce que je comprends, c'est que, ouais, il y a des questions qui sont marrantes là, mais ouais, je vais essayer de répondre à toutes. Calmez-vous tout de suite, là, ça s'enflamme. Je réponds juste elle est très simple, et je reviens remis sur ta question, Ambre. Quand est-ce que tu as trouvé et recruté des chefs comme Maud et Zach? Je les embrasse très fort au passage. Je les aime tellement tous les deux. On a des chefs, nous, Lolo et moi, ça revient toujours à la vibe que tu transmets au final à tes. En fait, tu as l'entourage que tu mérites au final et inversement. C'est-à-dire que si Zach et Maud sont des bonnes personnes et sont des gens très talentueux, mais surtout intrinsèquement sont au-delà de leur talent, sont des bonnes personnes. Et on a toujours eu cette relation avec Loïc, mon associé Lolo, on a toujours eu cette relation avec eux.
comme si c'était vraiment, c'est cliché, mais comme si c'était vraiment une famille. Et on fait avec eux ce qu'on appelle des séminaires. Et donc voilà, on bouge à Londres, à Biarritz, à Naples, et à travers des voyages gastronomiques, mais on en profite pour picoler, pour faire la teuf. Et donc, c'est plus que nos chefs, quoi. Sont nos associés, sont nos amis, ça fait partie de notre famille. Et on force pas du tout là-dessus. On le voit pour ceux qui connaissent Lolo, on voit très bien qu'on a vraiment ce rapport avec eux qui est très fluide. Voilà. Donc le recrutement se fait naturellement et on a cette chance de pouvoir recevoir des CV de ces chefs talentueux et c'est le bouche à oreille concernant des profils comme des profils de restaurants comme Lolo et Figure à Marseille. Et Ypon dernièrement. Ensuite, s'agissant de Spock, là c'est différent. Alors il y a aussi le bouche à oreille, mais il y a aussi la qualité, et comment dire, la qualité de vie qu'on offre à nos chefs et à nos collaborateurs, à nos managers, avec des horaires où ils ne travaillent pas le soir, ils ne travaillent pas le week-end et ils sont bien payés pour la tâche. Donc, ça nous permet d'avoir un recrutement assez fluide. Voilà. Waouh! Alors, quelle serait la clé? Je reviens sur cette question. La clé du succès, en fait, le passage c'est très long. Moi, j'ai mis 5 ans pour passer d'un projet de resto classique Spock a une franchise. En fait, il y a chez Spock, ça paraît pas palpable quand on vient en tant que client, mais il y a des codes qui sont très forts en termes d'architecture et qui se différencient, ce qu'on appelle des propositions de valeur, qui vont se différencier d'autres concepts, type, j'en sais rien, je vais pas citer d'autres enseignes, mais ces propositions de valeur-là vont faire que tu vas te différencier de la concurrence à travers l'architecture, à travers la musique, à travers ton staff, mais surtout et essentiellement à travers ta cuisine. Et en réalité, tu te rends compte que si c'est bon et que tu travailles des bons produits, c'est cliché ce que je dis, mais c'est vraiment ça, tu vas d'une part te différencier des autres enseignes, mais surtout à travers la créativité sans cesse. Et nous, chez Spock, on a toujours eu ce petit quart d'heure d'avance. Tu vois, on a fait des ramen avant que ce soit à la mode. On a fait des soupes avant que ce soit à la mode en 2008. On a fait des pokés à l'époque pareil en 2008-2009 et ensuite dès qu'il y a eu cette invasion on a tout de suite arrêté de les faire parce que voilà c'était pas le positionnement qu'on voulait donner mais en gros on a toujours essayé d'avoir ce quart d'heure d'avance qui nous différencie des enseignes concurrentes. Voilà. Et dès lors que j'ai eu, donc c'était en 2011, des profils de personnes qui venaient me voir en me disant, mais en fait, comment ça se passe si on veut exactement la même chose, combien ça coûte d'avoir un Spock. En gros, je me suis dit qu'il fallait franchiser et surtout la singularité. Que l'on a nous chez Spock et je constate que on n'a pas chez d'autres franchises, c'est que chaque lieu est différent. Chaque Spock est différent. Dans chaque ville, là à Paris, on en a une dizaine. Ils sont tous différents. Casanova, Marché Saint-Honoré, 4 septembre, Jeuneur. euh, Ils sont tous différents à travers leur architecture et même à travers leur offre. Il y a toujours des piliers dans ce que l'on propose d'offres et de plats du jour, mais après chaque chef cuisine différemment. Voilà. J'espère avoir répondu. Bonjour, hein, dans le contexte économique actuel, crise, hein, vous arrivez à être aussi confiant sur l'avenir? Oui, on arrive à être confiant sur l'avenir malgré l'énergie, l'inflation. Oui, bah, de toute façon, on n'a pas d'autre choix que d'être confiant. Pardon de te le dire comme ça, mais oui, oui, on arrive à être confiant, écoute, et ça va le faire, ça va le faire. Il faut juste maîtriser ses coûts. Mais là, ce matin, je répondais par exemple à un mail d'un copain enfin un copain, une boîte avec laquelle on bosse en événementiel qui sont devenus des potes, et par rapport à nos prix.
Il me demandait d'être mieux positionné, si je pouvais être mieux positionné, et je lui répondais que c'était compliqué, justement par rapport à une inflation. Et nous, le coût des matières premières, et c'est ce que nos clients parfois ont du mal à comprendre, le coût des matières premières, c'est enflammé. Euh, on est obligé de le répercuter sur les clients, quoi. Mais quand on reçoit, je sais pas, le kilo de poulet, les œufs, le lait, le beurre, la farine, tout ça, c'est comme quand un individu lambda va faire ses courses en bas chez dans je sais pas, sur Monop, bref, où il veut, et on constate bien que ça a un coût enfin que tout a augmenté, donc ça augmente dans les restos aussi, quoi, voilà. Et puis l'inflation, donc ça répercute sur les salaires. On a envie de mieux payer nos collaborateurs, donc forcément, bah, tout ça, ça a un coût, et c'est le coût des plats du jour, le coût des soupes, des ramen chez nous, des sandwichs que l'on fait à la minute, et tout ça, ça coûte très cher. J'espère avoir répondu correctement. Cool pour TikTok. Je pense qu'il y a vraiment une place pour Spock sur l'application. On est déjà sur TikTok. C'est Yeton chez nous qui gère ça et Franck. On est déjà sur TikTok et je pense on commence à avoir, on y est depuis peu, mais on a une belle, on a un peu plus de 10K, je me dis tout 15K, et ça fonctionne plutôt bien. Et si tu serais ravi d'en parler avec nous, je t'invite à faire un mail sur contact@spock.fr. On va te recontacter. Et c'est donc, une fois de plus, Franck et Yeton qui s'occupent de ça. Et si tu as quelque chose à proposer, n'hésite pas. Pourquoi pas? À partir de quand peut-on prétendre à se rémunérer en tant qu'entrepreneur? Combien de fonds propres faut-il prévoir pour démarrer? Et désolé si vous en avez déjà parlé, c'est le principe du live, je reviens dessus. À partir de quand peut-on... Alors, en fait, hélas, quand tu es gérant d'une société, tu te rémunères à la fin. C'est-à-dire qu'une fois que tu as payé tes salariés, et tes matières premières, ton loyer et toutes tes charges, ben, ce qui reste en tant que gérant, c'est potentiellement ce qui pourrait être ta rémunération. Alors, il y a plusieurs types de rémunération. Tu peux être salarié ou tu peux être ce qu'on appelle TNS, travailleur non salarié. Pour ma part, moi, j'ai choisi d'être TNS depuis le début. Ça fait plus de 20 ans que je suis entrepreneur et j'ai toujours été TNS. Mais bon, ça, honnêtement, il y a pas une énorme différence. C'est juste le pourcentage de tes cotisations qui est inférieur quand tu es TNS, mais c'est un choix. En revanche, tu n'as pas droit au Pôle emploi si demain tout s'arrête, ce qui m'était arrivé dans le passé, il fut un temps. Euh, à partir de quel moment tu dois pouvoir te rémunérer? Ben, une fois de plus, hein, je te le dis, c'est quand tu as payé toutes tes charges et ce qui reste, ça varie cruel, mais c'est pourtant ça. C'est ce que tu vas pouvoir te rémunérer. Combien de fonds propres faut-il prévoir pour démarrer? Les fonds propres va dépendre de ton endettement et de ton enveloppe, l'enveloppe de ton projet. En gros, aujourd'hui, tu fais un projet à 30 000 euros, à 300 000 euros. On va dire que tu achètes un restaurant 100 000 euros ou 150 000 euros de droit au bail, enfin de fonds de commerce, si tu achètes un restaurant en l'occurrence. Tu vas globalement réaliser 100 000 euros de travaux, 120 000 euros et d'équipement de mobilier. Il va te rester entre 30 et 50 000 euros de ce que je disais tout à l'heure avec Céline, de trésorerie de départ et de plus communément appelé aussi parfois un BFR. Et donc, il va te falloir 30% d'apport pour pouvoir prétendre à un financement. Donc, tu calcules, si ton enveloppe fait 300 000 euros, tu dois mobiliser 30% de cette somme pour pouvoir, donc ça fait quand même entre 80 et 100 000 euros de fonds propres pour pouvoir financer ton projet, et sans quoi le banquier te regardera bizarrement. Voilà, après, ça c'est le schéma, enfin bizarrement, et surtout ton dossier ne sera pas, si tu n'as pas 30%, ton dossier ne sera pas regardé. Je parlais tout à l'heure aussi des modes de financement. On a également des modes de financement aujourd'hui qui sont plus courants, comme les fonds de pension et
des business angels aussi, qui, eux, vont pouvoir intervenir dans le financement du projet. Et là, parfois, il est demandé moins que 30%. Donc, tu peux voire même financer un projet à 100% selon la taille du projet, selon la valeur ajoutée du projet et le côté sexy. Voilà. Donc là-dessus, pareil, tu vas, bon, il faut quand même au moins 10% d'apport pour montrer quand même que tu arrives avec un minimum de budget, parce que si tu n'as pas d'apport, c'est compliqué, quoi. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que j'ai tout mis? Maël, au niveau de l'engagement écologique, comment vous positionnez-vous? Est-ce que c'est un parti pris de cuisiner des légumes de saison chez Spock notamment? Mais bien sûr, Maël, mon Dieu, comment ça a pu t'échapper? On a un RSE qui est extrêmement, extrêmement développé chez nous. On a, on travaille bien évidemment les produits de saison, bien, et ça on l'a compris depuis le début, depuis 2008. On travaille pas des produits tels que le saumon, on travaille une pêche responsable et on ne travaille pas des produits tels que le saumon qui sont bourrés d'hormones et bourrés de colorants. On travaille des produits de saison, oui, je te l'ai dit, et on fait le tri. Ça, c'est un minimum et on a pour conviction de travailler sur une agriculture raisonnée et locale. On a des partenaires. Là, on est en train de signer avec un partenaire pour le tri et pour le compost. Donc, on a une démarche écologique qui est quand même très poussée, contrairement à des copains qui font le même métier dans le même segment. Donc oui, en dehors des produits de saison, on fait beaucoup d'autres choses chez Spock pour l'environnement. Tester son concept en louant un local plutôt que d'acheter de suite. Tu peux, t'as ce qu'on appelle des baux précaires aujourd'hui. Les baux précaires, c'est sur 23 mois, mais le risque que tu prends, c'est de réaliser, de faire tes travaux. Et puis, par la suite, c'est ce qu'on appelle des immobilisations. C'est tout ce qui est immeuble par destination, les enduits, la peinture, tout ce qui est fixé au mur et tout ce qui constitue un immeuble. Mais tout ça, tu le perds en partant. Donc, tu peux en revanche tester ton concept par un pop-up. Donc, tu n'auras pas ta propre identité. Alors, si tu veux te faire inviter dans des lieux qui sont conçus à cet effet, prévus à cet effet, pardon, des lieux de résidence. Voilà, mais tu n'auras pas ton identité visuelle. Tu peux avoir ton identité graphique et ton identité culinaire, mais pas ton identité visuelle. Mais ce qui déjà représente un bon début pour au moins tester le marché et savoir si ton produit fonctionne. Et c'est hyper développé, c'est hyper développé à Paris en ce moment, mais ça commence à devenir de plus en plus en province à travers des résidences de chefs et on en est ravis. D'ailleurs, voilà, il me reste pas beaucoup de temps, les gars. Ça fait quand même un peu plus, ça fait 1h20 qu'on parle maintenant et c'est un plaisir et on est encore presque 40. C'est cool. Est-ce que on a une dernière merci pour le temps et la réponse, mais merci à vous. En fait, le principe de ces talks, c'est que moi, je fais la même chose solo. Là, j'ai voulu inviter Céline parce que je trouve qu'elle a une actu très forte et que Bao Family, c'est une vraie réussite et je trouvais ça cool de pouvoir faire un partage d'expérience. Pour ma part, je le fais solo, parfois dans des écoles de commerce, des écoles hôtelières et souvent dans les SPOC, notamment à la rue des Jeuneurs, pardon, à Paris. Je pourrais le faire à Marseille aussi, mais on l'a fait au bureau récemment au siège à Marseille et ça nous permet. Et je le fais en physique, donc on va le poster sur l'Instagram de Spock et je le mettrai sur le mien, ce qui nous permet de rencontrer et de boire un café avec, pardon, avec les futurs créateurs d'entreprise parce qu'il y a des milliards de questions, c'est une jungle et à l'époque, ou à mon époque en tout cas, on n'avait pas l'occasion de le faire. Il n'y avait personne
pour nous aider et pour répondre à des questions. Donc si je peux le faire, c'est cool. C'est avec plaisir. Voilà. Donc je vous laisse. Je vais le mettre. Je vais tâcher de le faire. Pardon. Je vais tâcher de le poster là pendant 2 3 jours sur mon profil. Je ne sais pas si Céline va pouvoir le faire. De poster ce live pour qu'on puisse le voir en replay, parce qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui n'ont pas pu se connecter ce matin et qui m'ont demandé si on pouvait le revoir en replay. Je vais le faire, je vais pas le laisser trop longtemps sur mon profil perso. Je pense que Spock, Franck et Yeton vont le récupérer aussi et vont le poster sur le profil de Spock. Bref, on va essayer de le garder parce que j'espère qu'on a répondu à quelques questions. Voilà, n'hésitez pas si vous en avez d'autres à m'écrire en perso ou à passer déjeuner dans un Spock. J'y suis tous les midis. Donc, je pourrais répondre à ces questions. Voilà, merci beaucoup tout le monde. Je vous dis à très vite et je vous embrasse à tous. Merci et bonne journée, bon courage pour cette journée de grève historique. Bisous à tous.